Ravi de vous retrouver. J'espère que la pause a été bonne. Nous allons maintenant passer en anglais. We're going over. Nous passons à l'anglais puisque c'est un plaisir de pouvoir donner la parole à Shoshana Zuboff qui est de retour, qui est à Boston, je crois, peut-être à Cambridge, professeur émérite à la Harvard Business School et auteur en 2019 de L'âge du capitalisme de surveillance, le combat pour l'avenir des humains et les nouvelles frontières. Shoshana, est-ce que vous nous entendez? Je crois que c'est le cas. Où vous trouvez-vous? À Cambridge? Oui, c'est le cas. Parfait. Eh bien, nous vous écoutons avec attention. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je veux remercier le bureau de la présidence pour l'organisation de cet événement formidable. Et c'est un privilège de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. De m'adresser aux membres du Parlement européen, aux eurodéputés, aux membres de la Commission européenne, à des ministres, à mes collègues qui se trouvent à Paris, qui rejoignent cette conférence, et à tous les autres qui nous écoutent. Merci d'être là. Monsieur le Président de la République, M. Macron, a dit qu'il voulait que la présidence française du Conseil de l'Union européenne, que ce soit un moment de vérité pour la réglementation et la redevabilité des plateformes numériques. Pour soutenir ces ambitions nécessaires et urgentes, je veux poser la question suivante. Quel est ce moment pour l'Europe et pour tous les individus? Quelles sont les vérités qui doivent être saisies si l'on veut que ce soit un moment de vérité? Ce sont des questions importantes et je n'ai que peu de temps pour y répondre. J'ai essayé de structurer ma présentation autour de 3 thèmes et j'espère qu'ils pourront contribuer à ce moment de vérité. Pour commencer, mon premier thème est le suivant. Nous avons besoin d'une transformation et d'une transition de la réglementation à la réinvention. Réglementation à réinventation. Et cela peut paraître étrange puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ces jalons de réglementation. Le Parlement de l'Union européenne a adressé les défis des espaces d'information privés, la législation sur les services numériques et les marchés numériques. Ce sont des réussites historiques. Mais si l'on veut que ce soit un moment de vérité, eh bien, je suggère que les réglementations ne deviennent pas une finalité en tant que telle, mais un prélude vers la réinvention. Notre siècle nécessite cette réinvention avec des questions élémentaires. Comment réinventer les opérations et la gouvernance de nos espaces d'information et de communication d'une manière qui soit durable et qui permette de faire valoir les valeurs démocratiques, les principes démocratiques et les aspirations démocratiques. Les démocraties ont ignoré cette étape essentielle, ce qui a donné un vide rempli par le capitalisme de surveillance. Le résultat est que nous avons l'impression d'être entrés dans un avenir que nous ne voulions et n'aurions pas choisi. Un avenir régi par des puissances antidémocratiques et irresponsables. Et lorsque les générations plus jeunes, les artistes, se tourneront vers l'avenir, ils partiront du principe que la présence de ces puissances sombres, voilà, nous ne pouvons pas laisser cela aux générations plus jeunes. Nos espaces d'information et de communication et le capitalisme de surveillance ce sont devenus les crises de toutes les républiques, car cela enfreint les solutions à d'autres crises. Aucune démocratie ne peut surmonter ces crises seule. Et ces 2 décennies de capitalisme de surveillance,
cette croissance ont vu la montée en puissance d'autocratie dans quasiment toutes les régions. Il y a plusieurs raisons à cela, et notamment la nature inédite des défis auxquels nous sommes confrontés. Des opérations économiques qui n'existaient pas auparavant, qui sont nouvelles. C'est une période de défis inédits. Et une action réglementaire est cruciale et elle doit s'inscrire dans le cadre d'une vision à long terme. Il nous faut éviter l'iceberg, mais nous restons dans des eaux troubles. La réglementation nous donne le temps de faire face à ces changements et d'avoir une approche cohérente avec les défis auxquels nous sommes confrontés. J'aimerais aborder un autre thème ensuite. Il découle du premier et il est le suivant. Nous ne pouvons pas corriger les erreurs que nous ne comprenons pas. Nous passons du temps à chercher les faits, mais nous devrions être concentrés sur les causes. Et j'aimerais vous proposer une nouvelle perspective. Dans seulement 2 décennies, le capitalisme de surveillance s'est transformé. Il est passé de start-up de petite taille à un ordre institutionnel qui va au-delà des communautés, des sociétés, des organisations, des économies, des nations, et qui implique tous les individus, les architectures numériques, les flux d'informations, les appareils, les applications. Ces ordres institutionnels ne sont pas des entreprises, des technologies. Je veux souligner que ce n'est pas une question de technologie. Ces ordres institutionnels sont au-delà de cela. Ils se sont développés ou se sont désinstitutionnalisés, ou bien ils se réinstitutionnalisent, changent de forme. Quel chemin et pourquoi? C'est le résultat de contradictions internes ou d'autres facteurs de changements externes de grande envergure. Alors, ce que j'aimerais suggérer, c'est que ces concepts de base nous permettent de voir les effets, les causes plus clairement. À l'heure actuelle, beaucoup de nous sont captivés par les gros titres. Il y a des appareils, il y a des discours haineux. Toutes ces questions-là sont fragmentées. Nous essayons tant bien que mal d'aborder ces défis, mais le capitalisme de surveillance est un ordre institutionnel qui se développe, cette tour de Babel qui implique un processus unitaire qui change au fil du temps. Chaque jour, des opérations économiques plus complexes interviennent avec un impact social et qui implique de nouvelles fonctions gouvernementales. Alors des opérations économiques, un impact social et des fonctions gouvernementales. Chaque étape donne les conditions pour l'étape suivante et elle s'appuie sur l'étape précédente. Et l'impact social a un lien dans le temps. Il est fait des opérations économiques qui sont également liées dans le temps. Face à ce panorama, des solutions efficaces pour faire face aux problèmes à venir dépendent de changements à des étapes précoces. Et en d'autres termes, les solutions durables au capitalisme de surveillance et son effet antidémocratique dépend du fait que l'on résolve le problème à la source. Il y a différentes étapes du capitalisme de surveillance. Étapes visibles, je les appelle extraction, expropriation, exploitation et mise en œuvre. Je vais vous les présenter très brièvement.
je parlerai de leur signification. La première étape, la réussite qui permette d'établir les étapes à suivre. L'extraction à large échelle de données humaines. Cette percée a eu lieu lorsque la start-up Google a fait face à des problèmes financiers en 2000 et a emprunté la voie de la monétisation s'appuyant sur des données comportementales, puis l'utilisation de ces données à titre préventif pour des campagnes publicitaires ciblées. Il y a eu une révolution de la publicité en ligne. Larry Page, le fondateur, en a parlé en 2001, lorsqu'il a dit que les opérations de Google seraient maintenant définies par les informations personnelles. Il était face à cette percée et a dit que tout ce que vous avez entendu, toute expérience que vous avez faite, va pouvoir faire l'objet de recherche. Toute votre vie pourra faire l'objet de recherche. Et c'est Google qui prendrait en charge cette recherche. Le business plan de Google allait dans diverses directions. Vente de licences pour les moteurs de recherche, pour des appareils de recherche pour des clients privés. Mais tout cela a été écarté en raison de l'urgence. Se remettre des ruines financières. Et une transformation vers un média de surveillance sophistiqué pour l'extraction de votre vie toute entière. Une extraction à large échelle corrélée à la vie privée. Et la destruction de la vie privée a été l'impact social de cette cause économique. Les dirigeants ont gardé ces opérations secrètes et la résistance des utilisateurs l'ont caché aux utilisateurs et aux régulateurs. Dès le départ, la collecte de données personnelles, l'extraction de ces données a été illégale, mais dans les États-Unis où tout a commencé, il n'y avait pas de législation pour l'empêcher. Et c'est ce qui a lancé notre aventure vers cet avenir lugubre. Deuxième étape, l'expropriation. L'expropriation du droit de savoir, des droits que je l'appelle épistémiques, les droits de savoir, d'avoir connaissance de ces données extraites de manière illégale, la propriété de ces données et les droits lucratifs autour de ces propriétés, des profils, des algorithmes, des prédictions. Pour résumer, il s'agit de l'intelligence artificielle. Les connaissances sont concentrées dans le domaine du capitalisme de surveillance. Un examen complet que j'ai vu l'année dernière de l'intelligence artificielle et de sa structure institutionnelle internationale a montré que c'est quasiment entièrement contrôlé par les entreprises de ce qu'on appelle la Big Tech. Un contrôle de l'intelligence artificielle pour utiliser les avantages de cette technologie et pour des améliorations de leurs entreprises. Certains de ces écosystèmes verticaux sont devenus internationaux parce que par l'accumulation de données et une amélioration de la compétitivité, on acquiert des avantages. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises de la Big Tech contrôlent les données, les connaissances, les scientifiques et la science. Elles ont acquis les entreprises de l'intelligence artificielle et ont chassé les talents de l'intelligence artificielle. Autre conclusion de cette étude, on préfère le secret que le brevet pour protéger les travaux de recherche. L'impact social négatif entraîne des inégalités en raison d'une croissance
de l'écart, du décalage entre ce que je sais et ce que je ne sais pas. Et cet ordre institutionnel contrôle littéralement les connaissances des sociétés dans son propre intérêt. Facebook décrit son hub d'intelligence artificielle comme ingérant des milliers de milliards de données chaque jour, avec des modèles construits tous les jours, la production de 6 millions de prédictions comportementales chaque seconde. Il n'y a pas de législation pour empêcher cela. Troisième étape, l'exploitation de cette concentration de connaissances et une transformation en pouvoir. Le ciblage est l'euphémisme que l'on utilise pour plusieurs mécanismes d'ingénierie pour diriger, orienter des comportements individuels et collectifs, pour maximiser l'implication et pour une meilleure prédiction des opérations pour la maximisation des bénéfices biaisés avec des possibilités de corruption des contenus. Ces opérations ont un impact social négatif dans un véritable chaos qu'on peut décrire par la dégradation de l'intégrité de l'information dans la scène politique, le fait que la société s'étiole et une dégradation des comportements individuels et sociétaux. Les fonctions du gouvernement liées à ces dommages ont été illustrées en automne dernier avec l'affaire qui a gravité autour de Facebook. Le pouvoir de M. Zuckerberg et il a pu renforcer ou il a pu contrôler le comportement de millions de personnes. Les éditeurs qui prospèrent le discours politique, des personnes meurent ou vivent. Et il n'y a pas de législation pour arrêter ce pouvoir, ce contrôle. Quatrième étape, mettre en œuvre les dispositions de gouvernance pour contrôler les informations et la communication, les espaces d'information et de communication. L'ordre institutionnel est suffisamment ancré pour la gouvernance, pour des sphères critiques de capacité démocratique. Prenons le domaine de la santé, par exemple. Mais également pour contester les institutions démocratiques et les élus. L'objectif, à présent, est d'absorber les fonctions politiques gouvernementales et d'avoir une discussion sur la gouvernance de la gouvernance. Nous avons pu observer cette quatrième étape fréquemment, l'affaire de Facebook, la compétition entre Google et le Parlement australien. Et j'aimerais mentionner un exemple très brièvement, parce qu'il implique tant d'entre vous. En avril 2020, la Commission européenne et les États membres ont fait l'expérience de cette force de mise en œuvre lorsque Apple et Google ont mis au point le protocole de notification Covid-19 pour Android et Apple, iPhone, non compatible avec les systèmes gouvernementaux et les applications de traçage qui étaient déjà en cours de développement. Des négociations tendues ont suivi et les élus démocratiques, les chefs d'État et de gouvernement ont tenté en vain de persuader le PDG d'Apple, Tim Cook, et Sundar Pichai, le PDG de Google, d'adapter leur protocole pour une conformité à l'échelle européenne. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas le temps de passer en revue les détails de ces négociations, mais à mon sens,
Ce sont des éléments très importants, puisque cette étape 4 a maintenant pour objectif peut entraîner la perturbation des systèmes démocratiques. Et les ingénieurs dans les équipes à qui j'ai pu parler, sous couvert d'anonymat, m'ont donné le droit de les citer. Ils ont décrit les motivations politiques de leurs employeurs. Et un d'entre eux a dit, le système de notification a été une manière pour Google et Apple de s'impliquer dans la gouvernance. Cela avait toujours été une affaire de gouvernance. Contrôler les systèmes d'opération est le levier utilisé pour contrôler la politique autour du traçage et de la société en général. Et c'est ainsi que ces entreprises exercent leur contrôle. Fin de citation. Et j'ai ajouté, il n'y a pas de loi pour les stopper. Le capitalisme de surveillance s'est développé après des décennies et se révèle aujourd'hui comme l'un des vecteurs d'un conflit plus large entre des ordres institutionnels. À chaque étape de développement, on voit une dynamique à somme zéro dans laquelle l'ordre de l'économie de la surveillance se propage et propage un désordre démocratique. Cela clarifie les raisons pour lesquels nous sommes tous présents ici aujourd'hui. Les seuls ordres qui peut intervenir, qui est capable de contredire le capitalisme de surveillance et sa voie vers la domination, c'est l'État libéral et démocratique. Le capitalisme de surveillance est le nouveau venu. Il incarne beaucoup de forces sans précédent. Et oui, la démocratie est la personne qui est là depuis longtemps, qui est vieille, qui avance lentement, mais elle apporte beaucoup d'avantages. C'est difficile d'aller à l'encontre de ces avantages, et même peut-être impossible. L'un de ces avantages, c'est l'autorité légitime et le pouvoir pour faire imposer et faire appliquer les lois au nom du peuple. Pour conclure, je voudrais parler d'un dernier thème. Rien n'est inévitable. Bien sûr, nous avançons vers un avenir que nous n'avons pas choisi. Et bien sûr, c'est un avenir qui est gouverné par des puissances antidémocratiques. Et oui, il y a beaucoup trop de dystopie dans ce que l'on imagine être le futur. Mais si cette dystopie accidentelle doit être transformée, si on peut l'éviter, eh bien, il nous faut comprendre qu'il n'y a rien d'inévitable dans cette dystopie. Elle est née et a été continuée dans le secret. Elle s'appuie sur des fondements illégitimes d'extraction et d'expropriation qui ne survivent que en raison d'une contingence historique, d'une idéologie de marché dans laquelle il n'y avait pas de loi pour arrêter ces opérations. Il n'y a rien dans notre présent ou dans notre futur qui est inévitable, et sans cette aura d'inévitabilité, les institutions meurent. Si il peut y avoir un moment de vérité, eh bien il faut que celui-ci révèle que nous pouvons commencer de nouveau. Le travail puissant de réglementation que vous mettez en place, eh bien, veut dire que vous avez déjà gagné pour l'Europe et vous avez gagné pour le monde. Vous avez gagné cette chance de fortifier et de préserver la démocratie à travers la réinvention fondamentale de nos espaces démocratiques. Vous pouvez supprimer dans nos sociétés la concentration
de pouvoir social, économique et social, de la concentration de la connaissance et du pouvoir qui découle de ces connaissances et de la destruction sociale que ces concentrations produisent. Tout ceci commence avec un retour vers les causes fondamentales et l'extraction illégitime et appropriation illégitime du droit à savoir. À ce point de l'histoire, l'Europe est la superpuissance démocratique et tous les individus de cette planète qui veulent une alternative à cette dystopie se tournent vers le leadership européen, vers votre leadership. Et bien qu'il ne semble pas que ce soit toujours le cas, je pense que les États-Unis d'Amérique vont vous suivre. En effet, les Américains eux-mêmes disent clairement dans toutes les données que nous avons qu'ils rejettent cette dystopie accidentelle et ce futur accidentel. Ce partage de données aujourd'hui me nécessiterait un autre discours, mais je vais finir avec ce rappel. Bien que Facebook rende Apple responsable pour ces problèmes dans ses derniers rapports financiers, il nous faut nous souvenir que seulement 6% des utilisateurs américains quotidiens de Facebook ont décidé de permettre à Facebook d'extraire leur vie pour cette banalité qu'est la publicité sur Facebook. Seulement 6% d'entre eux ont décidé de permettre à Facebook d'extraire toutes les données de leur vie lorsqu'ils ont eu le choix. Lorsque nous avons le choix est clair. On peut en dire beaucoup sur quelles sont les stratégies qui nous permettront de reconstruire un siècle démocratique du numérique, les nouvelles chartes de droit, les nouvelles législations, les nouvelles institutions qui seront nécessaires pour cela. Mais nos sociétés ont déjà fait ce travail par le passé pour préserver la démocratie. Il y a 100 ans, dans le régime du capitalisme industriel, avant que celui-ci se voit appliquer la règle de droit. Et donc, je voudrais finir en disant clairement que nous pouvons avoir un capitalisme de surveillance où nous pouvons avoir une vraie démocratie, mais nous ne pouvons pas avoir les deux en même temps. Ils ne peuvent pas coexister. L'un va transformer inexorablement l'autre. La question à laquelle nous devons répondre, c'est laquelle de ces deux forces vaincra et laquelle va tomber. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shoshana Zuboff. Je peux vous assurer que ici au studio et toutes les personnes qui nous suivent ont vraiment suivi tout ce que vous avez dit parce que c'était un vrai appel pour agir et merci beaucoup d'avoir parlé du rôle de l'Europe et à quel point la démocratie est importante. Merci beaucoup. Nous apprécions que vous ayez passé du temps avec nous, que vous ayez pris le temps de cette intervention et d'être aussi convaincante aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons repasser au français maintenant. Et le défi va être difficile à relever, mais je suis ravi de demander à Madame Joëlle Toledano, qui est professeure émérite, elle aussi, des universités, chaire gouvernance et régulation à l'Université de Paris Dauphine et grande experte du numérique, de venir animer la table ronde suivante, qui est consacrée, elle, à la régulation des services numériques et plus précisément sur un projet législatif qui est en cours en ce moment même de négociation à Bruxelles qui vise à responsabiliser davantage et mieux encadrer les plateformes numériques. On va la retrouver tout de suite.